Très bien, donc bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à cette session quand même très rythmologique avec Damien et Antoine qui vont traiter de la CMH et puis de la CAVD. Et donc moi je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler donc de la cardiomyopathie dilatée ou peu dilatée avec altération modérée de la FEVG ou la CAVG. Donc je vais vous parler surtout de l'évaluation du rythme rythmique et en perspective l'indication chez ces patients de la mise en place d'un défibrillateur. Alors, les dernières recours européennes de 2021 et 2023 positionnent très bien l'implantation d'un défibrillateur automatique avec un niveau de classe 1 ou 2 en fonction de l'étiologie, ischémique ou non ischémique, chez un patient qui va, malgré le traitement cardioprotecteur, garder une altération de l'FEVG à moins de 35%. Donc on ne va pas parler de ça, on va parler de ce qui se passe au-dessus de 35%. Alors, les cardiomyopathies sont associées à 4 troubles. Les troubles du rythme cardiaque avec des arythmies ventriculaires malignes, ce qu'on craint le plus, des troubles de la conduction que je ne vais pas traiter, des arythmies supraventriculaires que je ne vais pas évoquer aujourd'hui, et le dernier complication, c'est les complications thromboemboliques que je n'ai pas non plus évoquées pour me focaliser, vous avez vu, sur les arythmies ventriculaires et en particulier des arythmies ventriculaires malignes. Alors, ce qu'on va demander, nous, aux rythmologues, c'est de régler des problèmes d'électricité alors qu'il y a des problèmes de maçonnerie. Globalement, la plupart des cardiopathies que je vais évoquer et des mutations dont je vais parler impliquent des gènes qui codent pour des protéines de l'échafaudage intracellulaire. Et cet échafaudage intracellulaire, il va commencer dès le noyau, dès la membrane nucléaire, et donc toute cette couche sous la membrane nucléaire qui va lui donner sa conformation, qui est la lamina, et puis qui va communiquer avec des filaments dits intermédiaires, donc la desmine et la désosmoplaquine vers le desmosome, qui est la structure d'ancrage de la cellule. Donc on l'a dans les kératinocytes, mais dans la cellule myocardique également. Donc cellule d'ancrage qui va permettre de connecter les cellules ensemble et puis de transmettre l'information mécanique. Et donc le risque rythmique est très souvent lié à ces altérations donc, de l'échafaudage intracellulaire. Alors on a deux mutations importantes sur ces protéines donc, de la lamina qui sont ce qu'on appelait auparavant la maladie d'Hermann-Dreyfus, c'était encore là, voilà, tu es là Yann, donc, et qui correspond en fait à deux types de gènes qui sont la lamine, autosomie dominante, et puis l'hémérine, donc qui correspond à une pathologie liée à l'X. Donc je vais, dans ce topo, insister beaucoup sur la laminopathie, puisque c'est une pathologie qui est, comment dire, sur le plan rythmique, extrêmement agressive. Donc les laminopathies, donc l'amine, elle constitue, vous voyez, cette couche sous la membrane nucléaire, qui va permettre d'ancrer l'échafaudage et la connexion avec les filaments intermédiaires pour pouvoir stabiliser les sarcomères. Donc il y a de très nombreuses mutations qui ont été identifiées pour la lamine, mais globalement la maladie va s'exprimer très souvent sous la forme d'une atteinte cardiaque et parfois un petit déficit musculaire. C'est une protéine qui va avoir des fonctions très ubiquitaires et qui peuvent être impliquées donc, dans de nombreux fonctionnements intracellulaires, et donc son altération va avoir de nombreuses implications, soit mécaniques, soit sur la polarisation de sa cellule, soit sur ses propriétés de transmission de force, et ils vont pouvoir impacter le muscle lisse et le muscle cardiaque en particulier. Alors, donc c'est une maladie qui est rare, mais qui représente 3% malgré tout des cardiomyopathies dilatées. Donc il y a une atteinte cardiaque qui survient très jeune et qui est souvent initiée par des troubles de la conduction atrioventriculaire, puis des arythmies supraventriculaires, puis des arythmies ventriculaires, puis une évolution vers l'insuffisance cardiaque avec un décès moyen qui est très précoce. Hein, on avait, alors ça recule un peu, mais on a un âge moyen de 46 ans. Et puis des complications thromboemboliques qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire qu'il y a souvent une perte d'activité mécanique de la fonction atriale et il ne faudra pas hésiter non plus à anticoaguler ces patients. Donc l'évolution ultime, c'est l'insuffisance cardiaque terminale, mais avant, il y a le risque de troubles du rythme ventriculaire. Alors vous voyez que
J'avais dit 5% des cardiomyopathies dilatées, ça c'est ce qu'il y avait dans les recommandations 2018. Mais si vous avez un antécédent familial de cardiomyopathie dilatée, si vous avez des troubles de la conduction atrioventriculaire et une cardiomyopathie dilatée, le risque il devient plutôt d'un tiers. Hein. Donc il y a quand même des éléments d'orientation clinique. Et moi je voulais insister sur l'aspect électrocardiographique qui doit vous alerter, notamment la présence de troubles de la conduction atrioventriculaire qui sont aussi très très marqués. Vous avez un bloc atrioventriculaire du premier degré chez un patient qui se présente avec une altération légère de la FEVG. Et le deuxième élément caractéristique, et il faut que vous focalisiez votre attention sur les panels D et E, c'est cet écrêtage de l'onde R en V2 souvent. Vous voyez qu'en V1 on a une onde R qui est assez ample, ça régresse en V2 puis ça remonte en V3, on a le même aspect sur le E avec aussi une fragmentation du QRS. Donc cet aspect électrocardiographique doit vous alerter, c'est un patient qui se présente avec une cardiomyopathie, altération modérée de la FEVG, parce que c'est la signature finalement du marqueur d'imagerie qui est cette fibrose septale qui avait été déjà décrite tout à l'heure. Donc on a une pièce anatomopathologique qui montre bien cette zone de fibrose septale et puis ce rehaussement qui est revu à l'IRM. Alors c'est un travail qui avait été coordonné par Nicolas Piriou, c'est la thèse de Pauline Delomo. On avait intégré cette imagerie des laminopathies dans un arbre diagnostique et vous voyez que ça augmente largement d'intégrer l'image d'IRM, la spécificité et la sensibilité du test. Et globalement, pour retenir sur cette pathologie, vous avez une cardiomyopathie dilatée ou peu dilatée, une altération modérée de la FEVG, trouble de la conduction, l'écrêtage de l'onde R, vous y associez l'image de l'IRM et vous avez une spécificité qui augmente largement. Le deuxième élément qu'il faut prendre en compte sur ces laminopathies, c'est-à-dire que c'est pas une photographie instantanée. Vous devez suivre les patients parce qu'elle évolue rapidement. Et vous avez sur le schéma à droite l'évolution à 7 ans des principales manifestations. Vous voyez qu'en 7 ans, on a une augmentation très forte des troubles de la conduction atrioventriculaire, des arythmies ventriculaires, des arythmies supraventriculaires et des dysfonctions ventriculaires gauche. Donc il faut suivre ces patients régulièrement. Ces patients sont moins bons répondeurs au traitement médicamenteux, il y a moins d'effets de remodelage inverse, et ça c'est une étude qui comparait donc à droite les évolutions sous traitement avec les mutations de titine, qui ont souvent une meilleure réponse que les autres cardiomyopathies. Donc il y a un retard aussi, une moins bonne réponse au traitement médicamenteux et avec un surrisque d'arythmie supraventriculaire. Donc les recommandations européennes avaient intégré tout ça dès 2015 et il y avait retenu 4 facteurs de risque qu'il fallait prendre en compte pour évaluer le risque rythmique chez ces patients, notamment donc la présence de la mutation en l'occurrence, des tachycardies ventriculaires non soutenues, une fraction d'éjection inférieure à 40%, le sexe masculin et des mutations non faux sens. Et donc avec ces éléments-là, la présence de facteurs de risque indiquait largement l'intérêt d'un défibrillateur. Après, il y a une grosse étude française qui a été coordonnée par Karine Wabi, qui est le référent national qui travaille avec Denis Duboc sur ce sujet et qui a travaillé avec l'équipe nantaise et notamment le groupe de Vincent sur une cohorte française pour établir le niveau de risque et savoir si on ne pouvait pas développer un nouveau score de risque. Et on avait intégré le sexe masculin, les mutations non faux sens, les troubles de la conduction atrioventriculaire avec un BAV supérieur ou égal à de niveau 1 ou supérieur, tachycardie ventriculaire non soutenue, fraction d'éjection ventriculaire gauche. Et puis cette étude avait été revalidée dans une autre cohorte de patients et ça avait permis de valider un score de risque qui est disponible sur Internet et vous voyez qu'un score supérieur à 7% devient tout à fait pertinent pour prédire 96% des arythmies ventriculaires malignes. Donc ça paraissait effectivement très intéressant et ce score a été revalidé dans d'autres populations européennes et vous voyez qu'on peut implanter un défibrillateur va permettre, donc pour 3 défibrillateurs implantés, un défibrillateur va traiter un trouble du rythme ventriculaire. Voilà, donc c'est le score qui est disponible sur Internet que vous pouvez utiliser facilement pour déterminer le risque rythmique.
Le deuxième point, je réinsiste dessus, c'est que ces pathologies, elles évoluent dans le temps, donc il faut suivre régulièrement les patients. Et ça, c'est une équipe norvégienne qui avait réutilisé le score de Karim Wabi et qui montrait effectivement que ça bougeait dans le temps, que rien n'était fixé, et il y avait des valeurs seuil, c'est-à-dire qu'un PR supérieur à 280 millisecondes devient un facteur quand même d'alerte très important, et la FEVG qui passe en dessous de 44%. Voilà, donc j'étais un petit peu long, mais c'est important parce que cette pathologie, on la voit finalement relativement fréquemment, et plusieurs sont suivis dans le service. La mutation proche, donc c'est l'hémorine. Auparavant, la maladie d'Emery-Dreyfus liée à l'X était considérée comme une pathologie plutôt musculaire avec des troubles de la conduction, et on avait mal identifié le risque rythmique, mais des réanalyses des corps de ces patients montrent que le risque rythmique est important, et en particulier chez les hommes. Et donc vous avez ici en haut la population masculine des mutations de l'hémorine, qui montre que finalement chez les hommes, la maladie se manifeste aussitôt que pour l'aminopathie, et que l'on a un risque également de risque rythmique et de mortalité équivalent à celui d'une cohorte de patients avec une laminopathie. Donc voilà, ne pas négliger en particulier chez les hommes le risque d'arythmie ventriculaire. La desmine, vous voyez, donc protéine qui est également impliquée dans ce échafaudage intracellulaire, donc a un rôle de stabilisation du sarcomère. Et les mutations desmine sont associées également à des arythmies ventriculaires importantes et malignes. Et le phénotype était pas si bien connu il y a quelques années, mais maintenant est quand même beaucoup mieux identifié. Et vous voyez qu'on retrouve des traits phénotypiques intéressants, notamment cette notion de microvoltage dans les dérivations standards ici, et puis un rehaussement qui est en anneau, qui est aussi vient associer la signature du phénotype. Et vous voyez que sur le plan rythmique, le risque d'arythmie ventriculaire est important et rejoint le risque chez l'homme des laminopathies et même des mutations de la filamine C. Ce qui est un peu moins le cas chez les femmes, où les laminopathies gardent une supériorité de risque rythmique. Les mutations DSP, donc on progresse là encore dans l'échafaudage, et là on se rapproche du desmosome, et donc le DSP, la mutation DSP, première description de l'expression sur un mode inflammatoire, c'est l'équipe nantaise, c'est le papier de Nicolas Piriou et de Lara Marteau, publié en 2020, qui avait montré que très clairement dans des myocardites récidivantes, on avait identifié un caractère familial et la présence de la mutation DSP, qui était la mutation la plus souvent identifiée dans cette présentation phénotypique. Et puis après les années, donc à ce moment-là, 2020, il y a une explosion de publications sur le sujet. Une idée, quand on l'a souvent, plusieurs équipes l'ont en même temps, donc il faut se dépêcher pour publier le papier. Et globalement, il a été retrouvé le fait que cette mutation était associée à un risque rythmique important, arythmie ventriculaire, et également d'une présentation avec des poussées inflammatoires intéressantes. Et Damien vous parlera plutôt effectivement de la DAVD. Mais donc vous voyez que dans les mutations de DSP et les atteintes de l'hémosplaquine, c'est l'altération du VG ici prédominante qui est associée au risque péjoratif, alors que la placophiline 2, ça sera plutôt l'altération ventriculaire droite prédominante. Alors, risque rythmique, il est important. Dès qu'il y a une altération du ventricule gauche mineur, on a un surrisque de complications rythmiques. Là, c'était le groupe de sujets en prévention primaire dans cette étude. Et c'est une cohorte importante de patients de différents centres internationaux. Et chose importante, c'est-à-dire que le risque d'évaluation rythmique de la DAVD ne fonctionne pas dans les mutations DSP de la CAVG. Donc il fallait d'autres scores de risque, et des équipes ont développé un score de risque pour les mutations donc DSP qui intègrent le sexe féminin, la présence de tachycardie ventriculaire non soutenue, le nombre d'extrasystoles sur 24 heures, la FEVG altérée, et puis une participation aussi ventriculaire droite. Et on voit qu'au-delà de 5%, on a un surrisque d'atteinte d'arythmie ventriculaire maligne. La filamine C, alors la filamine C, on est toujours sur cette histoire de cytosquelette,
mais la filamine C est une protéine qui va finalement ancrer le sarcomère à la membrane plasmique, et puis des altérations donc, de la filamine C vont entraîner des altérations des disques intercalaires, et donc être également associé à un risque rythmique important. Vous voyez ici qu'on a l'évolution des complications rythmiques sévères en fonction de l'âge, et vous voyez que voilà, c'est une progression précoce et rapide du risque d'arythmie ventriculaire. Et là encore, il y a un surrisque plus important chez l'homme par rapport à la femme dans le cadre de ces mutations. Alors, on a un papier relativement récent dans le JAMA qui s'est intéressé à l'évolution de patients mutés pour la filamine C, pardon, qui était mutés, et qui retrouve que il existe un surrisque d'arythmie ventriculaire, alors, qui était associé effectivement à la baisse de la fraction d'éjection, c'est-à-dire que plus la fraction d'éjection est basse, plus il y aura un risque d'arythmie ventriculaire ou de décompensation cardiaque, mais on voit que le risque d'arythmie, il existe de façon équivalente pour des FEVG modérément altérés, c'est-à-dire à moins de 50% par rapport à ceux qui ont des FEVG à moins de 35%. Donc à prendre en compte, et que le surrisque, il existe, particulièrement dans les filamines C avec des mutations troncantes, par rapport à des populations équivalentes en FEVG avec une mutation titine. Le RBM20, c'est un autre mécanisme, mais pathologie qu'on connaît un peu moins, on en a vu un peu moins dans l'équipe. Donc le RBM20 va réguler l'épissage d'une quarantaine de gènes au niveau du noyau, et ceci va avoir un impact sur le risque rythmique de certaines cardiomyopathies, et il y a des essais qui montrent que finalement il y a des familles où les mutations RBM20 vont être associées à un risque d'arythmie ventriculaire plus important et de développer une insuffisance cardiaque par rapport à des cardiomyopathies dilatées idiopathiques, et c'est surtout porté par le surrisque d'arythmie ventriculaire. Et là encore, on voit que ce surrisque, il touche plus particulièrement les hommes par rapport aux femmes en cas de mutation RBM20. J'ai pas le temps d'aller discuter plus avant les deux autres. Ouais, mais j'ai pas encore. Ah bah ça, elle arrive. Donc les deux dernières mutations, qui est le TME-MM43, qui a été identifié dans une famille canadienne, mais vous voyez qu'on retrouve aussi l'atteinte de la membrane de la lamina sous le noyau. Et la dernière, c'est le phospholamban, que j'aurai pas le temps de traiter, mais donc qui est une protéine transmembranaire du réticulum sarcoplasmique qui va moduler la pompe ATPase2 du réticulum, et qui peut être associée à des arythmies ventriculaires. Donc ces mutations doivent être prises en compte lorsque vous prenez en charge un patient qui a une altération modérément altérée, et les recommandations européennes indiquent qu'on soit dans une cardiopathie dilatée ou non dilatée, elles sont associées à un surrisque qui doit faire discuter l'implantation d'un défibrillateur, même si la FEVG est supérieure à 35%. Donc en pratique, ce qui est peut-être recommandé dans certaines équipes, c'est que rechercher ce côté malin de certaines mutations et décider en fonction, pour certaines, de scores de risque qui existent ou pas, de recourir à l'implantation d'un défibrillateur. Voilà, donc en conclusion, il existe donc des formes hautement malignes dans le cadre de cardiomyopathie dilatée, avec des variants pathogènes de certains gènes que je vous ai décrits. Les critères ECG et IRM sont importants à intégrer. Il existe des scores de risque que vous pouvez utiliser. Et puis, donc, importance de l'implantation d'un DI en prévention primaire chez ces patients. Donc, il y a vraiment une stratégie centrée chez les patients en fonction d'une approche personnalisée et qui devra tenir compte de la mutation. Voilà, merci pour votre attention.